Centre de rééducation et de remédiation Amina. Ici, au cœur du quartier de la Riviera Palmeraie, une équipe de personnes dynamiques a fait de l'amour du prochain un sacerdoce. Mieux, combler d'amour les enfants en situation de handicap, âgés de 3 à 15 ans, est la vocation de ce centre. De façon méthodique, efficace et dans la plus grande sérénité, éducateurs spécialisés, psychologues, assistants sociaux travaillent pour donner à ces enfants le goût de la vie, mais aussi et surtout leur apprendre à surmonter les différents handicaps, et ce à travers diverses activités éducatives et psychotechniques. Cette prise en charge repose sur un cœur plein d'amour de la fondatrice, Madame Fanta Ouattara, et toute son équipe pour ses enfants, mais aussi sur une complicité bien tissée avec leurs parents. Elle a bien voulu ouvrir les portes du centre à notre équipe de reportage. Bonjour, monsieur. Afin de comprendre ce qui s'y fait. Ça va bien et vous? Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Une grande vision qu'elle a nourrie et mise en œuvre il y a quelques années. J'ai vu vraiment grand. C'est un projet que j'ai mûri. Et moi-même, j'ai fait des traits, des carrés sur une feuille. Puis après, j'ai montré à un architecte qui a finalisé. On avait passé des salles pour la grande école, mais cette année, j'ai arrêté. Voilà. On a une capacité d'une centaine d'enfants. Bon, pour l'instant, nous sommes à 45. Sinon, tout le haut, le premier étage, ça a été fait pour le centre. Donc, tout ici, ce sont des salles. Et pour l'instant, c'est la seule salle que nous utilisons. Voilà. Très bien, Marc. C'est toi qui as écrit ça. Bravo, ma chérie. Alors, Madame Ouattara, bonjour. Bonjour, Monsieur Boisbri. Alors, vous êtes la fondatrice du Centre de rééducation et de remédiation Amina. Alors, depuis quand existe ce centre? Alors, le centre existe bientôt 4 mois, depuis 4 années, depuis 2019. 2019. Alors, d'où est partie justement l'idée de pouvoir créer ce centre? Alors, merci beaucoup, Monsieur Boisbri, pour l'opportunité que vous nous donnez ce matin pour parler un peu de notre centre. L'idée est partie d'un constat simple. Il faut dire que j'ai été enseignante, éducatrice spécialisée dans une école de la place. Et à ma charge, j'avais un enfant qui avait beaucoup de difficultés, qui ne, comme on dit, ne démarrait pas, les résultats n'étaient pas bons et on se posait beaucoup de questions. Les parents étaient un peu désemparés. Et un jour, je me suis rendu compte que cet enfant-là ne faisait pas exprès, qu'il avait de sérieuses difficultés. J'ai appelé la maman, je lui ai conseillé d'aller voir les médecins, des spécialistes pour nous aider, afin de pouvoir vraiment faire une meilleure prise en charge de l'enfant. Et elle est partie, elle a vu des spécialistes, des neurologues, etc. Et c'est avéré que l'enfant avait une maladie. Il avait une épilepsie qui n'était pas bien déclarée, qui l'empêchait donc d'évoluer comme les autres au niveau scolaire. Et il a été mis sous traitement et petit à petit, l'enfant a pu évoluer. Alors, après, pas le même jour, hein, plusieurs moments plus tard, peut-être 1-2 années après, je me suis dit, mais en fait, cet enfant-là avait un problème. Et si on continue à le prendre de cette façon, non, il ne vaut rien, comme on le dit dans nos langages, il ne vaut rien, ce n'est pas la peine, on le mettait en queue de classe, là, dans le fond de la classe. Cet enfant aujourd'hui ne serait pas à l'université. Il a été suivi. Et donc je me suis dit, mais il y a beaucoup d'enfants qui peuvent être dans son cas. Alors il faut se pencher sur le cas de ces enfants-là. C'est de là que l'idée de créer un centre m'est venue. Alors, la rééducation au niveau de ces enfants, comment ça se passe exactement? Alors, la rééducation se fait à plusieurs niveaux. Alors, nous recevons des enfants avec plusieurs handicaps, différents handicaps, et on fait de la rééducation physique, de la rééducation au niveau intellectuel et la rééducation au niveau affectif.
Donc, on faisait la rééducation. Quand vous parlez d'affectif, vous faites référence à quoi? Bon, la façon... Et ce sont des enfants, parfois, malheureusement, qui sont laissés pour compte. On dit, oui, lui, il est malade, bien, c'est une malédiction, etc. Il est caché dans la maison. Alors que l'enfant, il est malade, il a un handicap. Et donc, nous, ces enfants-là, on leur montre qu'ils peuvent évoluer différemment. Ils peuvent apprendre à faire des choses. Ils peuvent être avec d'autres enfants. On ne les enferme pas. La preuve, nous partons avec nos enfants que vous voyez là à la piscine. On va au centre botanique, on va à l'Institut des Beaux-Arts pour les faire sortir. C'est des enfants comme tous les autres. Seulement, ils sont différents. Et donc, sur ce plan-là, quand on les fait sortir, ils deviennent sociables. Ils font autre chose avec d'autres enfants et effectivement, sur le plan affectif, on a quelque chose de positif. Il y a sûrement des critères. Lorsqu'on vous apporte un enfant, vous envoie un enfant, il y a certainement des critères que les parents doivent satisfaire pour inscrire l'enfant dans le centre. Alors concrètement, comment ça se passe? Alors quand l'enfant... On demande avec le directeur, M. Tchewa, qui est là avec moi, on demande aux parents de nous fournir un dossier médical de l'enfant. Parce que nous ne sommes pas médecins. Nous sommes des éducateurs spécialisés, mais nous ne sommes pas médecins. Donc on demande le dossier médical de l'enfant qui va nous permettre de savoir, bon, la maman peut venir dire non, il est autiste, mais très léger. Mais avec le dossier médical que nous parcourons, nous nous rendons compte du degré de la pathologie de l'enfant. Vous voyez, donc la première des choses, on demande le dossier médical qui nous donne l'âge de l'enfant, la pathologie, comment ça a commencé, depuis combien de temps et les caractéristiques. Le dossier médical nous donne ces informations et en plus on fait un échange avec les parents. Et en plus, on fait une observation de l'enfant. L'enfant vient, on peut l'observer sur plusieurs jours ou bien sur un jour, on fait une observation, les éducateurs bien entendu. Et bon, après, on pose note aussi à côté du diagnostic médical qu'on a reçu. On fait nos remarques pour pouvoir mettre la prise en charge de l'enfant sur pied. Voilà. Alors, la prise en charge dure combien d'années ou combien de mois? Écoutez, dans cette matière-là, on ne définit pas de temps. On ne peut pas dire cet enfant-là, on va le prendre en charge en 6 mois et tout va rouler. Non, ce n'est pas possible. Parce que c'est des grosses pathologies, c'est des handicaps parfois très lourds. Donc nous allons tout doucement, vraiment avec eux. Et si on obtient un enfant qui ne savait pas s'habiller du tout, si à la fin d'un moment il sait seul s'habiller, pour nous c'est une victoire. Voilà, donc nous allons tout doucement. On ne dit jamais non, cet enfant-là en 2 mois il va faire ceci, il va faire cela, non. Alors quand la rééducation finit, l'enfant est inséré sur le plan social, comment ça se passe avec les parents? Ce n'est pas tous les enfants qui sont insérés. Ça aussi, il faut le dire. Il y a des handicaps, tu ne peux pas insérer tous les enfants. Un enfant IMC, c'est-à-dire infirmité moteur cérébrale, tu ne peux pas l'insérer tout de suite, non. Ce n'est pas tous les enfants qui sont insérés, mais par contre, on arrive à faire partie d'autres enfants dans l'école dite, entre guillemets, ordinaire. Donc, voilà un peu comment nous fonctionnons. Et à côté de cela, on apprend des métiers à certains enfants, ceux qui ont la capacité. Donc, il y a une pâtissière qui vient, qui apprend la pâtisserie à un petit groupe. On fait de l'enfilage, on apprend à certains enfants à faire des colliers, des bracelets, etc. Et on apprend à certains à faire le repassage et à faire le cirage aussi. Et bientôt, on va apprendre à faire un peu d'agriculture et d'élevage avec eux. Alors à ce jour, c'est combien d'enfants vous prenez en charge? Pour aujourd'hui, nous avons à peu près 45 enfants. Voilà. Alors vous êtes une structure privée? Oui, totalement. J'ai eu le temps de regarder un peu, vous êtes privé. Alors comment est-ce que vous arrivez à prendre tout cela en charge? Parce que c'est quand même coûteux prendre 45 enfants en charge. Oui, nous demandons quand même des frais de prise en charge aux parents qui ne sont pas du tout élevés par rapport à ce qu'on voit sur la place. Et c'est avec ces frais-là que nous essayons de
de conduire le centre parce qu'il y a un personnel. N'oubliez pas qu'en matière d'éducation spécialisée, il faut, pour 4 enfants, il faut un éducateur spécialisé. Donc, si vous avez 40 enfants, faites un petit calcul, il nous faut 10 éducateurs spécialisés. Et un éducateur spécialisé, c'est quand même... Il y a le salaire, voilà. Le travail, c'est un travail très, très délicat. Donc, ils ont besoin il faut que le salaire soit quand même acceptable. Alors, vos rapports avec le ministère de la Solidarité ou bien le ministère de l'Éducation nationale, est-ce que vous n'avez pas sollicité ces différentes structures étatiques-là pour une subvention du centre? Merci, M. Boisbré. On les a sollicités. D'abord, c'est eux qui nous ont donné l'agrément. Sinon, on ne pouvait pas ouvrir le centre. Donc, on a reçu l'agrément du ministère de la Solidarité de l'Enfant. Et il y a 2-3 ans, on les a sollicités. Ils nous ont donné un éducateur spécialisé qui est là. Et à part ça, plus rien. Bon, on essaie de les solliciter de temps en temps, mais pour l'instant, nous attendons parce que le besoin en matière d'éducation, d'éducateurs spécialisés est très important. Partout dans le pays, le besoin se fait sentir. Donc, nous ne sommes pas prioritaires par rapport au centre étatique. Alors, est-ce qu'il arrive parfois que vous receviez des donateurs au niveau du centre? Parce qu'on sait également, où très souvent, beaucoup de personnes vont dans les orphelinats pour faire des dons, tout ça, etc. Est-ce qu'il arrive par moment que vous recevez des donateurs ici pour vous apporter quelques soutiens? Bon, ça c'est quand même très rare, mais bon, il y a M. Sanogo, que je vais profiter de votre micro pour lui dire grand merci. On a eu l'enfant de M. Sanogo ici. Malheureusement, bon, l'enfant a eu des soucis, l'enfant est décédé. Mais depuis lors, chaque Noël, chaque décembre, M. Sanogo vient donner des jouets à tous les enfants du centre. C'est essentiellement M. Sanogo qui fait des dons chaque année. Depuis 4 ans, M. Sanogo, chaque année, il vient faire des dons à Noël aux enfants. Et cette année, on a eu la visite voilà, d'un groupe d'amis, d'un collectif d'amis qui sont venus nous faire aussi des dons, essentiellement. Voilà. Alors, Madame Ouattara, votre plus grand souhait aujourd'hui, c'est quoi au niveau du centre? Alors, mon plus grand souhait, c'est d'avoir beaucoup plus de matériel. Beaucoup de matériel pour envoyer les enfants là d'un point A à un point B. Enfin, quand je dis un point B, quand je prends une petite autiste, si avec les cours de pâtisserie que ces enfants-là reçoivent, si d'ici 1 an ou 2, elle arrive à faire un gâteau, moi, c'est une grande victoire pour moi. Donc, c'est vraiment de les amener à être autonomes, parce que parmi eux, il y a beaucoup qui ne savent même pas aller seuls aux toilettes. Donc, ça, on leur apprend. Et qui ne savent pas s'habiller seuls, se déshabiller, tout ça, ça fait partie de nos activités. Et si au bout d'un moment, d'une période, que ces enfants-là arrivent à le faire, c'est une victoire pour nous. Nous, on ne demande pas grand-chose dans un premier temps. C'est une victoire et au fur et à mesure, on verra. Et si, à côté de tout ça, on arrive à insérer le maximum dans une école dite ordinaire, et d'ailleurs, à cet effet, on a ouvert une classe qui est juste à côté, où on prend les enfants qui ont la capacité de faire le CP, c'est-à-dire CP1, CP2, jusqu'à CE. Donc, cette année, on a une institutrice qui prend ce groupe d'enfants et ils font le programme scolaire. Voilà. Et si on arrive à les insérer, qu'ils tiennent dans l'école ordinaire avec, bien entendu, un AVS à côté d'eux, c'est une victoire pour nous, c'est une satisfaction. Alors, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou qu'il faut cultiver pour prendre ces enfants en charge? Je sais qu'il faut beaucoup de patience, beaucoup d'amour également, mais est-ce qu'il y a d'autres valeurs qu'il faut cultiver ou qu'il faut avoir pour vraiment prendre ces enfants en charge? Il faut, dans un premier temps, aimer l'homme avec grand H. Il faut aimer l'homme. Quand tu n'aimes pas l'homme, quand tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas travailler avec les enfants porteurs de handicap. C'est impossible. Donc, il faut aimer l'homme, il
il faut avoir l'amour de l'homme dans son cœur. Et quand on est l'homme, le reste vient. Les autres valeurs vont venir. La patience, la gentillesse, le partage et tout ce qui suit, quoi, vraiment. Là, en ce moment-là, on peut travailler avec les enfants porteurs de handicap. 4 ans d'existence, quelles sont vos grandes satisfactions? Je ne suis pas encore très satisfaite parce que je n'ai pas encore atteint ce que je veux, mais bon, ma première satisfaction, on est une famille ici. On est une famille, je suis avec mes éducateurs, vraiment c'est une famille. Vous allez me voir avec eux, on ne sait pas qui est la fondatrice ou qui est le directeur. Et donc déjà, moi, ça, c'est une satisfaction. Parce que si vous êtes là pour suivre des enfants, des personnes en situation de handicap, et que vous-même, vous ne pouvez pas vous tolérer ou bien travailler ensemble, ce n'est pas la peine. Donc nous, ici, nous avons une famille avec laquelle nous évoluons. Ça, c'est une première satisfaction. Et de deux, les retours des parents nous réconfortent. Les parents sont contents, ils sont satisfaits de ce que nous faisons ici. Ils n'arrêtent pas d'apprécier le centre pour sa propreté, pour le matériel qu'on a, pour la façon même dont nous travaillons avec les enfants. Donc ça, c'est une satisfaction. Et si en plus de ça, vraiment on a pu insérer, on a déjà inséré quelques-uns, le directeur pourra peut-être préciser quelques-uns, mais bon, il y a beaucoup qui reste encore à faire. Alors le cas que vous avez réussi à insérer, on peut avoir une anecdote à ce sujet? Les cas? Oui, ça, le directeur serait mieux placé pour le dire. Je pense aux petits, bon, enfin, il dirait en fait qu'ils sont à l'école ordinaire. Si on en a inséré. Moi, je n'ai pas les noms tout exacts. À fait. Et puis, dans tous les cas, on évite de donner les noms. Voilà, on évite de donner les noms ou bien de montrer le visage de nos enfants, de nos petits anges sur les réseaux sociaux. Voilà, sinon on en a inséré. Alors, un appel pour terminer cet entretien? L'appel, c'est vraiment d'abord de vous dire merci parce que vous nous permettez effectivement de faire cet appel. On a besoin de bonne volonté pour nous aider, pour la prise en charge, pour nous aider parce qu'il faut soulager un peu les parents qui ont des enfants dans cette situation. Parce qu'on reçoit des mamans qui sont obligées d'arrêter de travailler pour suivre l'enfant à la maison. Parce que c'est lourd. Tu as laissé un enfant autiste tout seul, tu ne sais pas ce qui peut se passer en 5 minutes. Donc parfois les parents arrêtent de travailler, les mamans surtout, pour suivre leur enfant. Et qui dit arrêter de travailler, dit manque d'argent. Et l'enfant est inscrit, parfois il n'arrive pas à payer. Et moi j'ai toujours mal au cœur de mettre un enfant dehors parce qu'il n'a pas payé. On n'a pas le même fonctionnement que les écoles dites ordinaires. Un enfant porteur de handicap, tu dis non, ne viens plus parce que ta maman ou bien ton papa n'a pas payé les frais de prise en charge. Ça, je n'arrive pas à le faire. Mais en même temps, je dois payer le personnel. Il y a les charges fixes. Vous avez vu, toutes nos salles sont climatisées. Il y a la cantine, il y a vraiment, il y a le dortoir où c'est des lits qu'on a achetés, des matelas et tout. Il faut pouvoir entretenir tout ça ou bien renouveler. Donc vraiment, s'il y a des bonnes volontés pour nous aider, dans ce cas-là, les parents qui viennent, qui sont en difficulté, ils peuvent même prendre certains enfants en charge. Pour dire, bon, moi, cette famille-là, voilà, je prends leur enfant en charge peut-être pour 2 ans. Et puis l'enfant vient au centre parce qu'il y a des cas d'enfants en difficulté. Mais les parents n'ont pas les moyens. Les enfants sont dans la maison. Vous voyez, donc j'appelle les personnes de bonne volonté qui peuvent nous aider sur tous les plans. Vraiment, leur aide sera la bienvenue. Voilà. Merci beaucoup, Madame Ouattara, pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes la fondatrice du Centre de rééducation et de remédiation Amina, c'est bien cela. Alors, pourquoi le nom Amina? Alors, le nom Amina, c'est Aminata. Aminata, d'accord. Parce qu'Aminata a été une très grande dame pour moi dans ma vie. C'était ma grande sœur qui m'a élevée, qui a tout fait pour moi. Comme je le dis souvent, c'est la seule personne qui m'a aimée sans condition.
Malheureusement, elle n'a pas vécu longtemps. Elle est décédée à l'âge de 51 ans. Et avec l'idée du centre, je me suis dit qu'il fallait lui rendre hommage. Voilà pourquoi le centre porte le nom Amina. Merci et beaucoup, si vous avez vu, vous verrez sa photo dans l'écriteau Amina. C'est sa photo, les lettres que j'ai utilisées pour écrire le mot Amina, le nom Amina. Voilà. C'est un bel hommage. Merci Madame Ouattara. C'est moi qui vous remercie. Gérer un tel centre nécessite beaucoup de moyens, aussi bien financiers que matériels. Un appel est donc lancé à l'endroit de toutes les bonnes volontés, mais aussi à l'endroit du gouvernement ivoirien, afin de soutenir le centre dans sa noble mission de rééducation et de remédiation de ses enfants. Monsieur Boisbré, merci d'être passé et on espère que ce reportage-là fera grand écho. Oui, et voilà, merci d'être passé. Merci.